Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Eh bien, j'aimerais leur dire aux futurs entrepreneurs, accrochez-vous, ça vaut la peine. Mais accrochez-vous, c'est-à-dire qu'il faut une détermination sans faille pour être entrepreneur. Et je crois que cette détermination, elle doit amener la foi en soi. Et c'est avec une détermination sans faille que mon invité du jour a développé ses activités et s'engage aujourd'hui pour les autres. Pour ce 133e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Georges Simon, cofondateur du concept store Mode & Lifestyle, Jan The Boy, avec Marie Diard. Il a toujours eu en lui la fibre entrepreneuriale. Aujourd'hui engagé comme président de l'association Bordeaux Mon Commerce, qui réunit 1300 commerçants à Bordeaux, il s'investit pour défendre la place essentielle de nos commerçants indépendants. Entre parcours entrepreneurial, engagement pour le commerce et ses passions, Georges me partage son parcours et sa vision d'un commerce pensé avec style qui répond aux attentes des consommateurs. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Et c'est parti par ici. Bonjour Georges. Bonjour. Merci de me recevoir ici, dans tes locaux. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Georges Simon, j'ai 54 ans et je dirige une maison qui s'appelle Jan The Boy à Bordeaux. Ouais, et depuis quelques années déjà, on va revenir sur tout ça évidemment. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, je crois que j'aurais aimé être pilote d'avion. Ok, et pourquoi ? Ça t'est venu d'où ? Je crois que ce sont les bandes dessinées quand j'étais petit que m'achetait mon père. Ouais. Et ça me faisait rêver. Et puis après, j'ai lu des biographies de grands pilotes et ça m'a aussi donné envie. Voilà, mais je pense que j'étais plutôt mauvais en maths, donc c'était pas pour moi. Ah ouais, compliqué. Et alors, comment tu as commencé à faire tes études ? Vers quoi tu t'es orienté ? Et je me suis orienté au départ vers le droit. Ça m'a pas tellement plu à Paris, puisque je suis parisien d'origine. Et puis après, j'ai commencé la publicité, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Et puis j'ai fait des stages dans la publicité, la presse, dans l'édition. Et puis je suis revenu à la publicité, et qui ne m'a jamais quitté puisque j'ai créé ma première entreprise, je devais avoir 23 ans si je dis pas de bêtises, ou 24 ans, dans la publicité, une entreprise qui existe toujours et que mon frère dirige aujourd'hui. Et qui s'appelle ? Et qui s'appelle Worldlist, qui est à Paris. Ok. Et alors, d'où tu as eu cette fibre déjà entrepreneuriale à 23 ans ? Eh bien, je pense que... Je dis déjà, pardon, parce qu'aujourd'hui, on voit des Startup Nation partout, de l'entrepreneuriat partout. Je me permets peut-être qu'à l'époque... Oui, c'est sympa, je te remercie. Non, je commence bien l'interview, pardon. J'ai un père qui était entrepreneur. Ok, très bien. Donc mes frères et moi, on a finalement tous été un peu entrepreneurs, à part celui du milieu qui est devenu journaliste, mais qui est retourné vers le monde de l'entrepreneuriat. Ouais, chouette. Et donc c'est cette fibre familiale qui t'a aussi donné envie d'aller vers ça ? Oui, c'est sûr. Quand on baigne dedans, quand on vit avec des parents qui sont dans les soucis de l'entrepreneuriat, les soucis de l'entreprise, ça donne envie et puis ça donne un côté aussi un peu indépendant. Ouais. Donc voilà. Donc après, c'est sûr que on est drogué à ça et puis ça reste. Donc depuis que tu as 23 ans, tu as toujours été après entrepreneur ? Alors, j'ai pas toujours été entrepreneur, j'ai parfois été salarié, mais j'ai toujours eu un projet entrepreneurial. Ouais. Après ces débuts de cette première boîte dans la pub, tu restes quelques années dans la pub, c'est ça ? Tu me disais juste avant un peu dans le voyage, un peu dans Internet aussi. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? C'est ça. Eh bien, dans la pub, au départ, il n'y avait pas encore évidemment Internet. Donc, avant qu'il y ait les années Internet, dans la pub, il y avait ce qu'on appelle le marketing direct, ce qui m'a assez passionné parce que c'était une manière d'avoir une relation directe avec les clients, ce qu'on appelle aujourd'hui le one-to-one. Et le marketing direct était la gestion de fichiers. Alors, je te passe ce côté... c'est préhistorique presque. On avait des bandes informatiques. Enfin bon, tout ça, c'est des souvenirs assez amusants. Et j'ai
travaillé sur des projets comme ceux de la prévention routière. J'ai travaillé pour pas mal de grosses maisons. Donc c'était assez passionnant dans toutes les entreprises qui avaient besoin de faire une communication directe auprès de leurs clients, d'analyser des fichiers, des retours. Donc avant, on ne recevait pas des notifications en disant qu'il y avait eu un achat sur un site internet. On recevait des enveloppes avec des chèques dedans. Enfin bref, des choses que tu n'as pas connues. Non, j'avouerai. Voilà. Mais ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, pour le coup, c'est que tu as suivi le marketing et la façon de communiquer en fait à chaque fois, en essayant, j'imagine, à chaque fois d'avoir un temps d'avance. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je parlais de la publicité m'a amené vraiment à ce marketing direct. Et puis surtout, j'ai connu, je me rappelle, j'ai été invité parce qu'à l'époque, je travaillais pour une chaîne de télévision. Et je me rappelle que j'avais été à une conférence assez étonnante d'Édouard Balladur qui nous parlait, ça devait être dans les années 94-95, des autoroutes de l'information. C'était au Louvre. Je me rappelle que j'étais avec Jean-Marie Cavada à l'époque. Et je me suis dit, de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que ces autoroutes de l'information? Et en fait, c'était les débuts d'Internet. Et c'était assez passionnant. Donc, à la suite de quoi, je me suis toujours intéressé à Internet et puis à tout ce qui a suivi. Et c'est ce qui m'a servi pour arriver à mon activité, par exemple, en ligne de e-commerçant avec Jane the Boy, par exemple. Ouais. Et justement, comment tu as fait pour essayer d'avoir ce que je disais, ce temps d'avance aussi, quoi. Enfin, donc là, arrivée d'Internet, année 2000, avec, alors je sais jamais si on dit Jeanne de Boy ou Jane de Boy. Alors, ce qu'on dit pas, c'est Jeanne de Bois. Ok, ça déjà, on le dit pas. Mais on peut dire Jane de Boy ou Jeanne de Boy. Jane de Boy, ok, ouais, Jane de Boy. L'un ou l'autre. Et donc oui, comment toi tu essayes d'avoir cette parfois courte longueur d'avance, mais si elle est là, elle est quand même intéressante. Oui. À ce moment-là, en tout cas. À ce moment-là, moi je suis dans un milieu parisien d'entrepreneurs, de la publicité. On a assez rapidement des budgets de gens qui viennent d'Internet, de toute cette époque Liberty Surf, etc. etc. Et donc on voit que ça permet d'avoir une communication, une sorte de marketing direct instantané finalement. Donc c'est assez passionnant. Moi j'assiste à la toute première marketplace entre guillemets d'Apple qui avait fait une sorte d'image sur laquelle on pouvait cliquer, arriver sur une sorte de page qui ressemblait pas vraiment à une page. Mais bref, c'était vraiment les débuts d'Internet, c'était assez passionnant. Et donc du coup j'ai deux copains qui ont créé une boîte de voyage. Du coup, je suis rentré dans cette histoire, mais c'est pareil, c'était très novateur. C'est-à-dire que personne vraiment faisait du voyage, enfin, ou très très peu, où on peut acheter un billet d'avion en direct live, avoir la certitude. Voilà, donc cette société... Elle a numérisé, elle a fait l'interface entre des gros systèmes informatiques de boîtes comme Amadeus aujourd'hui, qui existent toujours, c'était Amadeus à l'époque d'ailleurs, et les a transportés vers le web. Donc tout ça sont des choses où en fait ça nous parle, on est captivé et on y reste. Et donc c'est vrai que dès les années 2000, j'avais cette appétence pour l'Internet, la gestion des fichiers informatiques, les bases de données, et voilà. Et voilà, donc ça fait partie de mon parcours. Ouais, parce qu'au final, la clé, si je ne m'abuse, les bases de données bien organisées et bien gérées pour gérer sa clientèle. C'est ça, c'est absolument ça. Encore aujourd'hui, très clairement, c'est la clé. C'est toujours la clé. Ça fait partie, moi, de mes combats pour le commerce. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais au sein d'une association qui est l'association Bordeaux Mon Commerce, l'association des commerçants de Bordeaux, en fait, mais aussi avec une activité assez nationale. Et mon fer de lance, mon cheval de bataille, c'est toujours la numérisation des commerces. Ouais. Ta rencontre avec Marie ? Eh bien, ma rencontre avec Marie, elle intervient à un moment où je vends une entreprise à Paris, même deux, et finalement, j'ai plus vraiment d'activité à ce moment-là. Alors pourquoi tu vends ces entreprises ? Parce que c'était le moment, c'est-à-dire que c'était le bon moment pour que... D'abord, il y avait de la demande, donc c'est toujours pareil, c'est une histoire de timing, c'est entre une offre et une demande. Donc c'est des rencontres et ces entreprises se vendent. Bon, il y en a une quand même que je vends à mon frère, donc ça va pas très loin, mais simplement comme... mais quand même. Voilà. Mais quand même de la paperasse malgré tout, c'est pas parce que c'est la famille qu'il n'y en a pas. C'est ça. Mais une autre, voilà. Et donc, en réalité, et puis aussi... une entreprise qui se vend, voilà, bon. Et je me retrouve un peu du jour au lendemain, finalement, pas sans activité, mais à me dire, je me sens beaucoup plus libre. Ouais. Et je pars en vacances, ça faisait une année ou deux que je venais en vacances au Cap Ferret. Alors j'avais une passion qui aujourd'hui
peut sembler inapproprié, mais j'avais une passion pour le jet ski, figure-toi. Ah, effectivement. Et voilà, et je revenais à cette époque-là, parce que j'avais des copains en télévision, Vincent Lagaffe et Alexandre Debanne, pour ne pas les citer, avec qui j'étais parti j'avais doublé le Cap Horn. En jet ski. Donc on était, je pense que dans l'histoire de l'humanité, on est toujours les derniers couillons, les seuls couillons à avoir fait ça. Mais c'était une aventure assez dingue. On la retrouve toujours en ligne d'ailleurs. Ouais. J'ai retrouvé ça par hasard l'autre jour. Ce fameux Jet Cap Horn 2000. À une époque où les GPS n'existaient pas vraiment. C'était le début des GPS. Voilà, donc monter une expédition comme ça, c'était un peu unique. Ah ouais, quand même. Ouais, oui, c'était 17 personnes. On peut en parler de ça, ouais. Ah ouais. Ouais, on avait des sponsors comme en fait TF1 était partenaire, Paris Match parce que c'était des célébrités. Il y avait Luc Alphand avec nous aussi. Donc 3 fous qui des fous sympas, hein, si un jour ils entendent cette interview, qui sont vraiment des garçons extraordinaires, mais qui avaient envie d'aller faire une expédition. Autre chose d'aller faire des ronds dans l'eau sur le bassin d'Arcachon. Donc vous partez à 17 pour faire cette... Donc on part à 17 pour faire cette expédition, parce qu'il faut des marins, il faut oui, on n'y va pas comme ça entre potes pour le plaisir. Non, on est dans un endroit où il y a eu 10 000 morts dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même le Cap Horn, c'est des vagues très très fortes, très dangereuses. Donc on part là-bas... C'est un coup de bol qu'on en revienne vivant d'ailleurs parce que c'était très chaud. Ouais, on a eu quelques soucis sur place, mais bon, on l'a doublé ce Cap Horn, donc c'est fait. Et donc au retour de tout ça, j'avais envie de revivre cette adrénaline. Et cette adrénaline, elle s'est traduite dans les passes du bassin d'Arcachon. Parce que là, il y a des grosses vagues aussi. Donc c'était assez chouette. Voilà, donc je venais chaque été naviguer dans ces passes. Et j'ai rencontré un jour Marie dans un restaurant. Voilà, et puis on s'est apprécié. Et puis finalement, je ne suis pas retourné à Paris. Je suis assez... Voilà, on a une petite fille qui est une grande jeune fille maintenant. Lily Jeanne qui a vécu toute cette aventure aussi. Et voilà, et l'aventure de Jeanne de Boy a commencé vraiment au Cap Ferret, puisque quand j'ai rencontré Marie, c'était une petite boutique dans le garage de ses parents. Oui, elle a commencé dans son garage. On est sur ces histoires-là qui commencent vraiment dans un garage. Ça a vraiment commencé dans un garage. Et voilà, donc elle fait de la décoration. Et puis voilà, moi je tombe follement amoureux. Et puis et j'ai suivi toute cette histoire et je l'ai aidé à sa numérisation d'ailleurs, puisque elle faisait ça sur des bouts de papier, ses chiffres, voilà, on a travaillé ensemble un peu d'arrache-pied et puis Jeanne de Boy est devenue Jeanne de Boy. Voilà. Et alors le concept au début c'est quoi ? Parce que donc elle a lancé ça, si je ne m'abuse, en 99, toi tu l'as rejoint en 2001. Exact, je l'ai rejoint cet été de l'été 2000-2001. Eh bien c'était de la décoration, elle vendait des maquettes de bateaux, beaucoup, du petit objet. C'était vraiment d'ailleurs c'était son statut. Marie, elle a un parcours dans la décoration et elle vendait de la publicité pour les magazines d'architecture. Et puis un jour elle a eu son garçon. Donc elle avait un petit garçon et en fait elle était tout le temps sur la route et elle s'est dit que c'était pas possible, il fallait qu'elle se sédentarise. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'idée parce qu'elle a un goût phénoménal, Marie, elle a eu ce goût de se dire, bah tiens, tout ce que j'aime, tout ce que je vois dans les magazines que je vends, les pages de pub que je vends, il faut un jour que je les vende. Et c'était son idée. À ce moment-là, il y avait le garage disponible. Elle a aménagé cette boutique et je l'ai rencontré dans cette boutique. Enfin, je l'ai retrouvé dans cette boutique. Voilà. Et donc toi, tu arrives aussi dans l'aventure. Alors tu disais, tu as d'autres activités encore Enfin non, quand tu reprends justement, tu n'as pas encore d'autres activités. Alors j'avais toujours en fait cette activité, j'étais vers la fin parce que c'est ce qui a fait que j'ai vendu cette activité définitivement à mon frère, parce que c'était compliqué pour moi de gérer des clients à Paris. À une époque où on n'était pas aussi numérisé qu'aujourd'hui, il fallait beaucoup de coups de téléphone. Au Cap Ferret, on avait je sais pas, mais peut-être 8 kilos de bande passante. Donc, pour envoyer un email, déjà, ça prenait 6 minutes. Donc voilà, à Paris, on avait déjà du 20 mégas, c'était chouette. Mais donc le Cap Ferret, c'était compliqué. Donc voilà, et moi, j'étais quand même un petit peu dans tout ça. Donc voilà, c'est à ce moment-là. Donc là, j'aurais pu faire 50 000 choses, mais j'ai suivi un petit peu cette histoire. Mais par contre, moi, je suis parti dans le voyage, mais dans le voyage pour les entreprises. J'ai organisé... Bon, d'abord, quand on revient du Cap Horn et quand on a vécu l'aventure de dingue qu'on a vécue, on se dit qu'on peut faire n'importe quoi dans le voyage. Et pendant 7 ans,
en suivant. J'ai organisé des voyages de grandes entreprises comme Nestlé, voilà, des belles maisons. Boîte, ouais. Voilà, et j'ai organisé leurs voyages d'entreprise, donc des voyages un peu exceptionnels. Et, oui, avec l'idée d'avoir quelque chose quand même assez incroyable au bout. Quoi. Assez incroyable au bout. Voilà. C'était de refaire vivre ces expériences-là, et donc ça m'a passionné. Mais sauf qu'à un moment, Marie m'a dit, écoute, c'est simple, mais d'avoir un mari 6 mois de l'année, le 6 mois de l'année, tu te balades sur la planète, ça me plaît moins comme idée. On a une petite fille, on a du travail, etc. Donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de définitivement m'occuper de Jeanne de Boy vraiment à fond. Ouais. Tu disais tout à l'heure, pour rester sur Jeanne de Boy, en 2006, vous lancez un site internet, donc c'est toi qui t'en charge, c'est ça ? Oui, absolument. Et parce qu'au final, vous avez vraiment tous les deux un profil marketing et pub, en fait. Alors Marie, elle n'avait pas vraiment de profil marketing, mais elle le comprenait à fond. Oui, enfin, elle travaillait un peu dans cet univers-là. Elle travaillait dans l'univers, elle vendait de l'espace publicitaire, elle vendait des pages de publicité dans les magazines de déco. Ouais. Mais par contre, elle a ce goût que je n'ai absolument pas. et donc, elle avait une vision. C'est une vraie commerçante dans l'âme. Donc moi, j'ai amené vraiment la numérisation de Jeanne de Boy, toutes les notions de back-office, de gestion, toute la partie base de données, fidélisation de clients. Et en fait, on a démarré vraiment comme ça. Donc en 2006, on a créé un site internet qui s'est couplé déjà sur un back-office qu'on avait développé. En 2006, il n'y avait pas toutes les plateformes, il n'y avait rien de tout ce qui existe aujourd'hui de gestion, il fallait tout coder soi-même. Ce qui te permet après d'être bien calé pour la suite. Oui, ça on comprend mieux après. Et alors comment ça se passe ? Parce que moi j'ai la prochaine étape, c'est quasiment 10 ans plus tard avec l'installation d'un concept store à Bordeaux. Mais alors comment vous imaginez tout ça au fil des années ? Alors en fait ça s'est passé un peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a eu cette première boutique que Marie a créée. Le succès il a été immédiat pour elle parce qu'au Cap Ferret il n'y avait pas beaucoup de commerce. C'est un Cap Ferret qui n'a rien à voir avec le Cap Ferret qu'on connaît aujourd'hui. J'imagine. Avec beaucoup de Bordelais comme clients, beaucoup moins de Parisiens, beaucoup moins d'étrangers, quasiment pas d'étrangers. Et nous, on a grandi, je pense, avec le Cap Ferret, avec son bon côté ou mauvais côté, enfin ça dépend de quel côté on se place, mais on a grandi avec ça, Jeanne de Boy a grandi avec ça. Et en fait, cette boutique qu'elle avait est vite devenue très petite, et 2 ans plus tard, elle a créé une boutique de bijoux, juste à côté. Donc on a ouvert cette boutique qui correspondait encore à un besoin qu'il n'y avait pas, auquel le Cap Ferret ne répondait pas. La boutique de déco, il n'y avait pas de boutique de déco à l'époque non plus, boulevard de la Plage. Donc les vêtements, ça arrivait un petit peu plus tard. Et on va dire que l'offre s'est étoffée avec le temps. Mais il y a eu cette deuxième boutique qui s'est ouverte juste à côté. Et puis une troisième, à une époque, il y avait 3 boutiques sur le boulevard de la Plage, qui était la grande boutique qu'on connaît à côté de l'église. Là. Et là, pareil, c'est un hasard. On est venu nous voir en nous disant, tiens, il faudrait ça, il faudrait ça. En fait, au départ, on en a fait une galerie d'art parce qu'on ne savait pas trop quoi faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos et de peintures dans cette grande boutique. Mais finalement, les 2 premières sont devenues un petit peu trop petites. Donc, on a transféré ça sur la grande boutique. Et voilà. Et puis à la fin, on s'est dit, mais il y a un petit moment déjà, que en fait 3 boutiques, c'était beaucoup de personnel. Il commençait à y avoir des difficultés pour loger du personnel, des équipes, même nous-mêmes, c'était compliqué. Donc, bref, on a réduit à 2 et on est toujours 2 boutiques au Cap Ferret. Il y en a eu d'autres qui sont arrivés derrière. Et après, il y a eu Arcachon. Ouais. Et après, quasiment concomitamment avec la 3e boutique du Cap Ferret. Et puis, et Bordeaux, mais Bordeaux, c'est en 2016. Donc, c'est quand même beaucoup plus récent. Alors, pour la grande boutique qu'on connaît à Bordeaux en étage, avant, on avait une petite boutique qui était en bas du cours du Chapeau Rouge. Et qui était un boudoir, qu'on a appelé le boudoir. Voilà. Et alors cette idée de concept store, parce qu'au final, quand on va dans la boutique, c'est pas une boutique comme les autres. On rentre vraiment, même à Bordeaux, c'est un appartement, quoi. On a l'impression d'être chez soi et c'est l'objectif qui a été créé. Ça vient d'où ? Comment vous est venue l'idée ? Elle est de toi, elle est de Marie, ensemble. Et sachant qu'à l'époque, je sais pas, mais il y en avait peut-être pas beaucoup des idées comme celle-ci où on a l'impression d'aller chez quelqu'un et sa déco est géniale, on a envie de tout prendre, quoi. Alors ça, c'est le concept store de Bordeaux, mais on va dire que déjà au Cap Ferret, on était des concept stores, dans le sens où on vendait un peu de tout. Pourquoi ? Parce qu'au Cap Ferret, il y avait peut-être pas l'offre qu'il y a aujourd'hui. Donc à l'époque, des gens arrivaient en nous disant ah bah tiens.
vous connaissez tel ou tel produit, on nous parlait d'un produit, on allait voir et on découvrait que c'était une lessive géniale mais qui était que vendue dans 30 magasins en France ou 20 magasins ou 10 magasins. Et on se disait, tiens, au Cap Ferret, ça peut être sympa, mais ça peut être du chocolat, comme ça peut être des produits un peu uniques. Donc chez Jeanne de Boy, on a commencé à vendre des choses qui allaient de 1 euro à 10 000 euros. Ouais. Mais où on pouvait, et c'était un peu l'idée, faire un cadeau, parce qu'au Cap Ferret, les gens se reçoivent. Donc on se disait, il faut toujours avoir un cadeau. Donc voilà, c'est un concept store où finalement on pouvait trouver un cadeau pour soi ou pour les autres, mais on pouvait acheter une bougie, un vêtement, un collier, voilà, et pour n'importe quel budget. C'était un peu ça l'idée. Donc c'est né comme ça, et le concept store de Bordeaux, cette boutique appartement, arrive quand même assez tard dans notre histoire. Et là, on avait créé quand même un fichier assez important. Et donc à Bordeaux, on avait déjà beaucoup d'adresses de Bordelais, et on s'est dit, tiens, on n'aurait jamais tenté l'aventure d'aller à un étage parce que c'est aberrant en termes de commerce. Mais en voyageant, on s'était rendu compte qu'à New York, notamment, il y avait de plus en plus de suites qui étaient louées dans des hôtels. Et les copains américains un peu hype disaient toujours, mais venez voir, je vais vous montrer un commerce de dingue. Vous qui avez des commerces sur la rue. Ouais. Et venez voir un commerce, et on prend un ascenseur et on monte au 57e étage. On dit, attends, tu m'amènes où là? D'où il vient le trafic? Et il nous expliquait que toujours c'était le bouche à oreille, c'était la communication, c'était les journalistes qui amenaient les gens, et on arrivait dans des appartements de 400-500 mètres carrés dans un immeuble. Moi j'ai trouvé ça dingue et tout ça. Donc on était parti de cette idée-là. Et cette année, donc c'était en 2015, on cherche avec Marie à s'installer à Bordeaux vraiment parce que on s'aperçoit que le web commence à bien marcher, que donc il y a vraiment quelque chose à faire, mais au Cap Ferret, pour trouver des équipes, c'est très difficile. Trouver photographe, webmaster, tous les métiers du web, il y en a 30, on les trouvait pas. Donc on s'est dit, le plus proche, c'est quand même Bordeaux. On avait une fille qui grandissait, c'était l'occasion de déménager. Et on a créé, et on s'est dit, voilà, on va chercher des bureaux. Et en fait, je cherche des bureaux. Et je visite, donc l'agent immobilier m'appelle, me dit, viens voir des bureaux sympas. Et je découvre le lieu, donc ce lieu au 2e étage, cours du 30 juillet. Je vois la vue magnifique et je me dis, mais il y a un truc de dingue à faire là-dedans. J'appelle Marie, je lui dis, viens voir. Elle me dit, écoute, j'ai pas le temps, tu m'emmerdes, je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu ça l'histoire. C'est même vraiment ça. D'ailleurs, elle me dit, j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu veux que je vienne voir un truc tout de suite? Mais je lui dis, c'est un appartement, mais elle me dit, mais il nous faut des vrais bureaux, pas un appartement. J'ai dit, écoute, viens voir. Elle arrive, elle a un coup de cœur. Et voilà. Et on a lancé ces travaux avec un architecte qu'on adore qui s'appelle Fabien Pédelaborde, qui est un homme merveilleux, qui nous dit il y a un truc dingue à faire, et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti ce projet. Et donc avec cette idée d'avoir une boutique appartement, comme tu disais, inspirée donc pas mal des États-Unis, de New York. C'était un pari ou pas? Ou est-ce que vous y allez en mode ça va le faire assurément? Alors c'est un pari, mais un pari mesuré. Parce que c'est un pari parce qu'on se dit ça se trouve personne va grimper 2 étages pour aller voir ça. Par contre, on s'est dit qu'on avait déjà une communauté. Et à l'époque, on avait, je sais pas, peut-être, je me rappelle plus sur Instagram, mais on avait du monde sur Instagram, mais sur Facebook, on avait, je sais pas, peut-être 60 000 personnes. Et on avait un fichier. Et donc, on s'est dit que par des SMS, par de l'emailing, on avait une manière de se faire connaître. On s'est dit qu'avec une agence de presse, on pouvait encore plus se faire connaître. Et en réalité, on a eu tout de suite des touristes qui sont venus. On a eu un article dans le Los Angeles Times. On a eu un article dans le New York Times. On a eu des articles tout de suite de AD, voilà. Donc immédiatement, on a eu de la visite, de la presse. Donc ça a créé la curiosité. Et c'est tellement étonnant, surtout à l'époque. Quand les gens sont arrivés, ils ont dit. Enfin, je me rappelle, les gens qui arrivaient, les tout premiers, ils faisaient mais waouh. Ils regardaient, ils étaient abasourdis de pouvoir s'asseoir dans un canapé. On leur sert un café. On leur dit vous pouvez rester là, vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose. Vous voulez un chocolat ou un truc. Ils étaient sur les fesses, les gens. Donc ça a très vite buzzé. Et ça a décollé tout de suite. On nous prédisait un échec cuisant de cet endroit. Et alors, le risque, pourquoi je disais qu'il était mesuré, c'est surtout que c'était un loyer, c'était pas un fonds de commerce, c'était pas un pas de porte. Donc,
très souvent, quand vous voulez lancer une boutique, quelques dizaines de mètres carrés peuvent coûter 300 000 euros, 400 000, 500 000, 600 000. Oui. Nous, il n'y avait rien en entrée, il y avait que des travaux. Ouais. Donc, finalement, on se dit, on va redécorer quelque chose. Bon, ok, c'est sûr, c'est 150 000 euros d'investissement. Mais après, on avait un loyer d'un appartement avec un bail commercial, mais un loyer d'appartement. Okay. Voilà. Donc, le risque était très mesuré. Ouais. Et tu disais, on nous disait que ça allait pas fonctionner ? On nous disait, les gens ne monteront jamais à l'étage. Aujourd'hui, il y a des samedis, on ne peut plus marcher dans cette boutique parce qu'il y a du monde partout, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que d'après toi alors ça a fonctionné ? Et surtout, qu'est-ce qui fait que vous êtes allé au bout ? Parce que parfois, tu vois, moi ça fait 6-7 ans que j'entreprends maintenant, et les gens te disent non mais c'est pas possible, ça va pas le faire. Tu vois. Alors toi, tu es persuadé que ça va le faire. Qu'est-ce qui vous a fait tenir pour aller au bout du projet ? Parce que moi, j'étais certain que Jeanne de Boy n'avait rien à faire rue Porte-Dijon, dans une petite boutique. Nous, on avait compris qu'il fallait une grande surface parce qu'au Cap Ferré, on avait des petites surfaces. 35 mètres, 50 mètres carrés, bon. Et on est passé un jour à 80-90 mètres carrés et on manquait encore de place. Ouais. Donc on s'est dit, il nous faut quelque chose de 120 mètres carrés, 150 mètres carrés. À Bordeaux, on avait fait l'expérience aussi dans une petite boutique de 40 mètres carrés. On voyait bien que les gens nous disaient, il faut ça, il faut ça, il faut ça. On voudrait ça que vous avez au Cap Ferré, qu'on n'avait évidemment jamais. Donc on a mesuré juste ce dont on avait besoin comme taille. Ouais. Voilà, donc la seule manière de trouver quelque chose qui était abordable pour nous, parce que le commerce reste quand même un métier extrêmement compliqué, avec des marges, on peut en parler. On s'est dit que si on voulait que le modèle tienne, la seule solution, c'était de trouver un bon plan où on ferait déplacer les gens. On dit toujours le commerce, c'est l'emplacement. C'est totalement vrai, totalement vrai. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, on voit bien que ça peut faire déplacer des gens au fond du cours, perdus. Ouais, clairement. Voilà. Ouais. Justement, toi et vous, cette stratégie réseaux sociaux, parce que alors aujourd'hui, il y a une communauté qui est très présente, entre autres sur Instagram, mais pas que. À quel moment vous avez compris que ça allait être un axe central, j'ai envie de dire, quasiment dans votre com en fait, et dans votre façon de communiquer, avant même les dernières années, j'ai envie de dire, parce qu'assez rapidement, tu le disais, communauté Facebook, vous avez compris que c'est l'importance de la communauté, quoi. En fait, on l'a compris très tôt, parce que à l'époque, quand on s'inscrivait chez Facebook, il y avait par pays, il y avait un nombre d'inscrits. Et on le voyait en fait dans les URL. Et en fait, le compte qu'on a ouvert, c'était dans les 10 000 premiers. Okay. Ah ouais. Donc on l'a créé vraiment au tout départ de Facebook. Les gens ne connaissaient pas trop, mais là, c'était toute la veille que l'on avait. Et on s'est dit, il faut y être sur Facebook. Donc Facebook, le compte de Jeanne de Boy fait vraiment partie des vieux comptes. Ouais. Du moins français, ça c'est une certitude, mais peut-être mondiaux, parce que je crois que c'est au moment vraiment où il y a eu la décision chez Facebook de quitter l'univers des universités et de s'ouvrir un peu aux autres. Au monde, quoi. Ouais. Donc c'était très tôt et on a compris tout de suite que c'était important. Et donc Instagram, on a dû l'ouvrir, je ne vais pas dire de bêtises, peut-être en 2014. Voilà, on l'avait regardé un petit peu grandir. On avait le compte, mais on avait un autre compte, mais on ne l'exploitait pas vraiment. Et puis après, on s'est dit, on va faire un compte un petit peu mieux foutu. Mais voilà, pareil. Après, les réseaux, c'est compliqué pour Nous, on a vu des histoires incroyables d'influenceurs. On a vu des histoires incroyables quand on est une personne, en fait. Pour les commerces, c'est toujours plus difficile. Mais alors, est-ce que vous, la technique, on y reviendra, pardon, je te coupe, mais j'ai l'impression que la technique, c'est aussi de mettre des égéries en avant et des personnes en avant qui incarnent la marque. Alors ça, c'est ça. Ça, c'est sûr, c'est que des mannequins, on en a eu. Après, on a une égérie depuis longtemps qu'on a rencontrée, Camille Coudry, qu'on adore, qu'on a rencontrée. Elle avait 15 ans. Elle était toute timide et on est copains de ses parents. Ouais. Et un jour, elle arrive et on la trouve magnifique, cette petite, parce qu'elle ressemble vraiment à Brigitte Bardot. Ouais. Alors peut-être plus à l'époque qu'aujourd'hui, ou peut-être encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, je ne sais pas. J'arrive plus à me rendre compte. Mais elle arrive, elle est sympa, elle est rigolote, donc on fait nos premières photos avec elle. Et voilà, et puis en fait, du coup, comme elle aimait bien ça, on s'est dit, on va continuer. Donc cette aventure, d'ailleurs, l'a amenée au mannequinat, puisqu'elle est rentrée en agence, alors qu'elle n'avait pas forcément tous les standards. Il faut être très grande, il faut être ci, etc. Et c'est au moment où, en plus de ça, sur les réseaux, on a vu quand même des égéries qui sont arrivées aussi, pas forcément de la taille mannequin. Ouais. Camille, elle n'a jamais fait des défilés sur des podiums, mais par contre, elle est l'icône de pas mal de marques. Et voilà. Mais on a eu pas mal de mannequins qui ont commencé avec des shootings chez Jeanne de Boy, qui sont devenus des stars ensuite.
Chouette. Et donc vous avez vraiment voulu, et même encore aujourd'hui, investir sur cette partie communication. Pour toi, c'est crucial aujourd'hui Alors après, déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui. Ouais, dans l'histoire de Jeanne de Boy, en 2016, on se dit qu'on a des croissances quand même importantes, mais on se dit qu'on ne va pas y arriver tout seul. Okay. Et c'est là que l'on cherche à lever des fonds. C'est ce que vous faites en 2017, oui. Ouais, et on a une levée de fonds en 2017. Et évidemment, quand on lève des fonds, le but à un moment, c'est justement de montrer aux investisseurs qui n'ont pas eu tort d'investir sur nous. Et donc là, il faut dépenser beaucoup d'argent en marketing. Et donc là, à partir de là, c'est vrai qu'on a dépensé des sommes astronomiques en termes de marketing, en termes de communication. Et on a investi beaucoup, un très gros pourcentage de notre chiffre d'affaires là-dedans, pour prendre des parts de marché, pour être présent. Alors, ça a payé. Hein. Alors, après, il y a d'autres aventures plus ou moins belles, mais on a eu des croissances de l'ordre de 35% par an. Donc, c'est assez important. Ouais. Et justement, toi, là aussi, pareil, c'est quoi? C'est le feeling de dire on va faire le pari d'aller investir beaucoup d'argent? Parce que quand on investit en com, les retombées, on peut les imaginer, mais elles ne sont pas assurées. Hein. Ah non, elles ne sont pas assurées. Alors, ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire d'abord, il faut qu'il y ait une augmentation du chiffre d'affaires. Ouais. Donc ça, on l'a vu immédiatement. La rentabilité, on n'y faisait pas tellement gaffe. On aurait peut-être dû, mais on était toutes ces années absolument incroyables où les fonds d'investissement rentraient des dossiers où quand vous faites 35%, ils rigolent presque en disant mais nous on en a qui font 100%. Alors pas forcément dans le retail, mais quand on regarde des grandes maisons, immenses maisons comme LVMH, quand ils faisaient à l'époque 12% de croissance par an, la bourse explosait pour eux. Donc nous, quand des fonds demandent des chiffres fous, c'est parce qu'ils veulent faire des culbutes. Ouais. Alors ça peut être un sacré miroir aux alouettes, un piège. Alors dans les années faciles c'est bien, dans les années difficiles c'est plus compliqué, mais c'est obligatoire d'avoir un nom. Alors le résultat est quand même là, parce que ce qui est assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la ventilation du chiffre d'affaires de Jeanne de Boy, la région Aquitaine, où on pense que c'est là que l'essentiel du business de Jeanne de Boy se fait, donc sur l'ensemble de nos boutiques et de nos clients Internet de la région, c'est 8% de notre chiffre. Et la région parisienne, c'est 21%. Et on n'a pas de boutique à Paris. Ouais. Donc ça prouve quand même qu'on a créé une communauté, qu'on a créé des clients, et on a aussi c'est pour ça qu'on a un site en anglais, qu'on a des clients à l'international, puisqu'on est livré dans 62 pays en 2023. Ouais. Et justement, les pourcentages restants, c'est quoi? Parce que donc là, il reste, on est à 29% là, si je dis pas de bêtises. Alors, en fait, tout le reste c'est de France la France et international. Alors oui, mais l'international, c'est pas grand-chose. Okay. Ça grandit quand même, mais c'est pas grand-chose. Parce que là, il faudrait investir des sommes très importantes. Faire la même chose dans chaque pays de ce que nous avons fait en France. Ouais. Donc ça, c'était l'objet d'une levée de fonds qu'on a ratée à cause de la guerre. Mais qui aurait dû se faire en 2022. Mais cet investissement fait en France, il a permis d'avoir des clients absolument partout. Donc en réalité, Jeanne de Boy, d'abord, on est dans les grandes métropoles. Donc on a beaucoup de clients à Marseille, à Lyon, à Toulouse, voilà, mais on est même partout dans les campagnes. Donc c'est ça qui est assez chouette. Donc ce sont des gens qui ont adhéré un peu à cette philosophie de Jeanne de Boy qui est on essaye de mettre en avant des produits. Alors on dit qu'on est cher, mais c'est pas qu'on est cher, c'est qu'on va chercher des beaux produits. Donc c'est obligatoirement tout ce qui est un peu luxueux et un peu plus cher que le reste. Mais on a les prix de nos marques. Mais voilà, mais donc c'est vrai qu'on a des clients un petit peu partout et puis dans plein d'univers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont acheter que de la beauté, d'autres qui vont acheter que du bijou, d'autres qui vont acheter un peu de tout. Justement, tu parles de philosophie. J'allais aller là-dessus à un moment donné. C'est quoi la philosophie de la marque? Et même derrière ça, derrière la philosophie, c'est un art de vivre que vous mettez en avant. En fait, l'art de vivre, c'est celui qu'on va retrouver au Cap Ferret. C'est-à-dire que Marie, c'est un pur produit du Cap Ferret. Elle est née à Libourne, mais elle a vécu toute sa vie finalement sur le bassin. Et c'est de vivre à Bordeaux, elle est bien obligée, mais elle n'y est que quelques mois par an. Elle fait quand même, parce que Marie est très souvent en boutique, donc elle est beaucoup au Cap Ferret. Donc c'est une enfant du Cap Ferret. Et cette philosophie, c'est de vivre avec cette coolitude qu'on espère garder au Cap Ferret. C'est celle de Joël Dupuche, c'est de vivre les pieds nus. Clairement. C'est une philosophie de simplicité plutôt. Mais de goût.
Simplicité et d'essayer d'avoir du goût. Ouais. Voilà. Justement, parce que je ne sais plus avec qui j'en parlais récemment, mais récemment, le Cap Ferret, il y a quand même on parle des petits mouchoirs, mais au-delà de ça, il y a quand même eu un afflux, tu le disais, de personnes au-delà de Bordeaux, de la région, même étrangers. Ça, d'un point de vue commerce, c'est positif, j'imagine. Après, est-ce qu'on arrive à garder ce mode de vie cool, calme, pieds nus? Alors, nous, on l'a perdu. Hein, enfin, quand je dis nous, Marie et moi. Ouais. Le mode de vie cool, non. Ça fait un paquet d'années qu'on vit en stress permanent. Okay. Alors, dans un cadre, pour Marie, plus que pour moi, parce que Marie beaucoup plus que moi au Cap Ferret, dans un cadre plus serein. Mm-hmm. Mais le commerce est une prison. Mm-hmm. C'est un travail extrêmement difficile qui bouffe l'esprit 24 heures sur 24. Okay. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux. Parce que nous, on a traversé quand même depuis un paquet d'années toutes les difficultés du commerce, qui touchent tous les commerçants, quels qu'ils soient. Voilà, donc si c'est pas une guerre, la guerre entraîne l'inflation, mais si c'est pas ça, ça va être la Covid. Les gilets jaunes. Si c'est pas la Covid, c'est les gilets jaunes. Alors les gilets jaunes, on les a pas trop pu au Cap Ferret. Oui, mais bon, parfois Bordeaux, sur des ronds-points, etc. Mais voilà, l'afflux de très belle clientèle au Cap Ferret donc a agrandi cette masse de personnes qu'il faut servir. Alors des gens d'abord très gâtés en général, donc des gens, et c'est normal, exigeants, donc des gens qui veulent être servis vite, très vite. Donc il faut beaucoup de personnel, et ce qu'on n'a pas à l'année au Cap Ferret. Donc il faut avoir des équipes qu'il faut entraîner pour qu'elles soient dans l'esprit du service que l'on exige. Donc ça demande un service client, une relation client toute particulière. Et puis derrière, ça va aussi concentrer la saison. Ça veut dire qu'on va avoir énormément de monde, ce que moi j'appelle les happy few, les gens qui vont passer 15 jours chez nous, ou 10 jours au Cap Ferret, ou même 5 jours, et puis après partir en Corse, ou partir en Grèce, ou aller à Saint-Tropez, j'en sais rien, mais qui se baladent beaucoup, tous ces gens qui ont cette chance. Et donc il faut être toujours, on est toujours sur le qui-vive en fait. Et on se prend des coups de feu phénoménaux, et après ça se calme. Et le fait que ce soit beaucoup de Parisiens ou d'étrangers qui achetaient au Cap Ferret, ces gens-là n'ont pas besoin de louer leur maison. Ce qui fait que quand ils ne louent pas leur maison, les maisons sont vides, et surtout sont vides l'hiver. Donc en fait, on a énormément de monde l'été qui nous demande une charge de travail phénoménale. C'est là que c'est sympa de vivre quand même au Cap Ferret. Mais après, l'hiver, c'est beaucoup plus calme. Donc il y a cette antinomie et un petit peu ce conflit. Donc je n'ai pas vraiment d'avis tranché, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Ce qui est certain, c'est qu'on a évidemment bien grandi en termes de chiffre d'affaires au Cap Ferret. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même mieux, mais à quel prix et voilà. Dans tous les sens du terme. Voilà. vu les prix au Cap Ferret. Bien vu. Bien vu. Pour rester encore un petit peu sur la marque, après on ira évidemment sur Bordeaux Mon Commerce, bien sûr. Vous faites aussi des événements dans vos boutiques et en dehors, je sais plus. Non, surtout dans les boutiques. On fait des événements, on a fait aussi des événements en dehors des boutiques. Ça s'est arrêté pas mal avec la Covid, parce que là, évidemment, la crise sanitaire faisait que c'était très compliqué. Donc on a repris là un ou deux événements. On a fait des événements solidaires pour des maisons comme Keep Brest, où on a un engagement. On va dire que 90% de notre clientèle, ce sont des femmes. Et voilà, donc la prévention du cancer du sein, c'est important pour nous. Donc on parlait d'Amélie tout à l'heure, qu'on peut saluer, parce que je l'ai aussi reçue sur ce podcast. On peut saluer Amélie Pote, qui est une chirurgienne extraordinaire, très investie dans la prévention, et puis évidemment dans le traitement du cancer du sein, mais surtout au niveau de Keep Brest. Voilà, et donc nous on a fait ce genre d'événements, et donc on a fait des ventes solidaires, voilà, pour Maison Rose également. Donc on a fait ce genre de choses. Après on a fait des événements aussi pour recevoir nos clients, en partenariat avec nos amis, on va dire du luxe, mais qu'on aime beaucoup, nos amis comme les caviars Sturia, et puis nos amis de la maison Ruinard. Voilà, donc on a monté ce genre d'événement ensemble, où on estime que Jeanne de Boy, c'est aussi un art de vivre, c'est aussi l'art de recevoir.
Et voilà, et donc on invite, en général, c'est sur invitation, parce qu'on ne peut pas inviter des centaines de personnes, mais on organise des événements parfois au Cap Ferret, parfois à Bordeaux. Voilà. Et puis on fait aussi des lancements de produits. On a lancé la marque de cosmétiques de Cathy Guetta, qui est venue chez Jeanne de Boy. Voilà, on a des partenariats aussi avec des maisons comme Dinvan, des maisons que nous ne vendons pas, mais avec lesquelles nous avons monté des événements. Ouais. Donc voilà, on a monté ce genre d'événement. Donc là, on l'a repris un petit peu. On verra, parce que c'est une énorme organisation maintenant. Et voilà, mais c'est très chouette et c'est une façon de mêler l'utile à l'agréable. Ouais. Parce qu'on l'a pas encore complètement dit, mais les marques qu'il y a qui sont chez vous, qui sont présentes chez vous tout simplement, c'est à la fois parfois des petits producteurs. Enfin, l'idée, je disais, mettre en avant ce savoir-faire. Parfois d'autres marques. Comment vous choisissez, parce qu'on est à quasiment 290 marques, je crois, qui sont présentes chez vous. Comment tu les choisis? Comment vous choisissez ces marques-là? Alors ça, c'est tout le talent de Marie et de son équipe, où elle repère un petit peu partout, avec des tonnes de sources différentes. Ça peut être des salons à l'étranger, ça peut être des salons en France, ça peut être des showrooms, ça peut être sur Instagram. Et puis avec les années, c'est aussi des prises de contact directes, c'est-à-dire des personnes qui nous écrivent. Et en fait, quand je dis ça peut être, en réalité, c'est même l'essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a au moins 3-4 fois par jour des messages, venez voir mon Instagram, voilà ce que je vends, etc. Donc, cette sélection, elle se fait. C'est Marie qui décide à la fin, mais c'est avec toute son équipe. Enfin, quand je dis toute son équipe, elles sont vraiment deux à ça, mais c'est un peu collégial quand même. Ouais. Et donc, ce choix se fait. Donc, moi, je découvre les choses en général plutôt après qu'avant. Mais bien que je sois allé pendant des années faire tout ça avec Marie, mais moins maintenant. Mais voilà, donc ça se passe surtout comme ça, et donc c'est cette relation. Maintenant, Jeanne de Boy, avec le temps, on va être amené de plus en plus à développer notre marque, parce qu'on a découvert justement que tout cet investissement de publicitaire, de marketing, de communication a permis de créer une communauté, et les gens sont très friands de la marque. Et aujourd'hui, 12% de notre chiffre d'affaires, c'est les choses qui sont produites par Jeanne de Boy. Okay. Donc c'est ça qu'on va développer, et c'est un peu l'avenir, je pense, pour nous, parce que le commerce souffre, le commerce de distribution, ce qu'on appelle le retail, souffre énormément aujourd'hui des marges, des marques qui vendent en direct, qui font des promotions à n'importe quand, n'importe quel moment. Donc la relation peut être compliquée avec le temps, ou du moins le modèle économique du retail doit aussi un peu changer. Ok. Et dans ce cas-là, produire où? Est-ce que vous gardez ce savoir-faire aussi alors, peut-être pas à la Ferré-Capienne, mais en tout cas à la française? Oui, ça c'est un peu l'idée. Alors, à la française, tant qu'on peut. Ouais. Après, on sait qu'on doit travailler pour certains types de métiers qui sont complètement perdus en France. On doit travailler avec le Portugal, avec l'Italie. Donc, on va dire une production essentiellement européenne. Ouais. Voilà, quand je dis c'est plus que la très grande majorité, c'est l'essentiel, on va dire, européenne. Tout ce que vous pouvez faire ici sera fait. Mais tout ce qu'on peut faire ici, on le fait ici, parce qu'on peut toujours justifier un prix. Ouais. À partir du moment où on fait quelque chose, on peut le justifier, et on sait le justifier, puisqu'on le justifie bien sur des produits de nos marques. Ouais. Mais voilà, mais il faut pouvoir avoir ce sourcing qui n'est pas toujours simple. Oui, et puis qui en France, effectivement, je porte des chaussures Zeta à mes pieds. Ça c'est local, et c'est très bien. C'est local, c'est très bien, mais donc ils sont faits au Portugal pour le coup, parce que en France, on n'a plus trop ce savoir-faire-là. Il y a Chamberlain que j'avais reçu aussi, qui est dans la région. Ils font des chaussures sur mesure, mais effectivement, pour faire en quantité, entre guillemets, malgré tout, on ne peut pas encore tout faire ici, malheureusement. Ah non, le temps que ça revienne, que ça se réindustrialise. On a perdu ces savoir-faire. Ouais. Je le disais, on en a parlé plusieurs fois, tu es président de Bordeaux Mon Commerce depuis juin 2022, ça fait un peu plus d'1 an et demi. Avant, tu étais vice-président, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi tu as voulu t'investir dans... C'est une association, dans cet asso? Alors, c'est une association de commerçants qui existe depuis très longtemps, qui existe au moins depuis 25 ans. Et donc, moi, quand j'ai été... dès que nous sommes arrivés à Bordeaux... cette association est venue nous trouver en disant voilà, vous êtes des commerçants maintenant un petit peu plus en vue à Bordeaux, ce serait bien que vous soyez chez nous. Ouais. Donc, moi, je suis rentré en tant qu'adhérent. Après, quelques mois plus tard, il y a eu une élection.
Et on m'a demandé si je voulais me présenter à ce bureau et avoir une activité. J'ai dit pourquoi pas. Et donc c'était un petit peu sur notre pédigré, notre expérience. Voilà que les places se distribuaient, on va dire, au niveau des gens qui se présentaient. Donc on a une 35 personnes à ce bureau. Donc moi je me suis présenté, j'ai été retenu et en fait on m'a donné le job de vice-président centre. Il y a un vice-président aussi, donc Bordeaux centre. Ouais. Donc j'étais agréablement surpris, mais ça m'a demandé tout de suite beaucoup de travail parce que j'aime bien aller au bout de mes engagements. Ouais. Et j'ai apprécié travailler avec une équipe que j'ai trouvée très très professionnelle, avec des gens donc qui organisent le marché de Noël, puisque c'est Bordeaux Mon Commerce qui organise le marché de Noël. Ouais. À l'époque, ça n'existe plus maintenant, hélas. J'espère qu'un jour ça reviendra. Je vais en reparler avec Pierre Urmic. Le message est passé. Mais j'aimerais bien un style d'épicurial du moins. Ouais. Peut-être sous un autre format, mais voilà. Mais Bordeaux est là. Parce que les épicuriales à la bordelaise avec des commerçants locaux, avec de la food locale, ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa. Et c'est ça. Et c'est quelque chose qui est encore, personne l'a oublié. C'est toujours réclamé. Donc les raisons du maire sont tout à fait recevables d'avoir suspendu cette manifestation, mais c'est vrai qu'à Bordeaux on a le sens de la fête, donc on peut trouver d'autres types de manifestations et voilà, donc on y réfléchit avec la mairie et puis nous organisons aussi les braderies et le but de tout ça c'est de pouvoir nous autofinancer puisqu'il y a 6 salariés à cette association. Ah ouais, quand même. Il y a un budget assez important, alors qui est essentiellement de ce que nous arrivons à récolter grâce aux opérations dont on vient parler, et qui nous permettent d'animer le marché bordelais. Donc il y a quand même 1300 commerçants, de mutualiser des moyens, parce que évidemment toutes ces associations de commerçants par quartier en général sont fédérées chez nous. Voilà, ça permet aussi d'avoir qu'une seule voix quand on va voir la mairie. Ça permet d'avoir une seule voix quand on va voir la Chambre de commerce et d'industrie, Patrick Seguin, quand on va voir la région, quand on va voir la métropole. Bref, ça permet d'avoir un discours, quand on va voir les politiques aussi, puisqu'on se retrouve souvent à discuter avec des députés, des ministres sur nos problématiques. Et tous ces enjeux vont en fait, ou la mairie bien sûr, vont dans le sens de comment on peut accompagner le commerce dans des enjeux comme aujourd'hui la transformation numérique d'un côté, les enjeux d'écologie, donc le réchauffement climatique, voilà, qui vont imposer un cadre écologique à la ville. Et il faut pouvoir le gérer. Et donc voilà, cette association a pour but de faciliter toutes ces discussions, tous ces rouages avec tous nos interlocuteurs. Ouais. Alors, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Je vais essayer de ne pas oublier la deuxième pour après. Mais la première, c'est comment il va le commerce aujourd'hui ? Alors le commerce, il va... Alors, moi, j'aime pas dire ça. Le dis pas, alors moi je t'oblige à rien. Non, j'aime pas dire ça, mais on va dire que le commerce, ce qu'on appelle indépendant, va pas très bien. Voilà. Il va pas très bien parce qu'il a pris trop de coups en pleine figure et que quand on se retrouve avec la tête sous l'eau une fois, qu'on remonte à la surface, une deuxième fois, qu'on remonte à la surface, une troisième fois, qu'on remonte à la surface, qu'on nous fait un peu de réanimation cardiaque, voilà, il faut pas que ça replonge une quatrième fois. Ouais. Et là, ça fait trop de crises qui sont arrivées en quelques mois. Alors à Bordeaux, il y a, hélas, parce que moi je suis président de Bordeaux, mais je m'occupe aussi au national d'une association qui est la CAMF, c'est les commerçants et artisans des métropoles de France, où là c'est 22 métropoles, et là on représente des dizaines de milliers de commerçants. Le discours est à peu près pareil. On a des enjeux de réchauffement climatique qui, pour certains types de commerces, sont dramatiques. Je pense notamment pour les soldes, puisque par exemple en ce moment on est en plein dans les soldes d'hiver. Les soldes d'hiver, personne n'a acheté de doudoune jusqu'à il y a un mois, parce que jusqu'à il y a un mois on était au printemps. On n'en avait pas besoin. Ouais. On n'en avait pas besoin. L'été, on s'est retrouvé en solde d'été au mois de juin. L'été, il a duré jusqu'à fin octobre. Donc tout ça, c'est compliqué. Ouais. C'est des vrais sujets. Et voilà. Et donc, c'est des sujets qui sont parfois à traiter non plus localement, mais des sujets à traiter au national. C'est pour ça que
On a des relations avec nos députés. À Bordeaux, et pour notre association, c'était Thomas Cazenave qui est ministre aujourd'hui et qui est encore très très au fait de tout ce qui se passe d'un point de vue commerce et qui s'en inquiète et qui m'a envoyé un message encore là il y a moins de 3 heures pour me dire comment va le commerce et voilà, parce que est-ce qu'il faut faire remonter des choses, est-ce qu'on remonte des choses ou pas. Donc le commerce en France, ce sont des millions d'emplois et ça va pas bien. Aujourd'hui, je connais énormément d'entreprises qui partent au tapis, des commerçants qui ne se payent plus, des commerçants qui sont endettés parce que voilà, ils ont tous ces facteurs qui sont compliqués. Alors, une fois qu'on a dit ça, et c'est pour ça que j'aime pas dire ça complètement, là je noircis le tableau, mais il est réel. C'est un état des lieux, quoi. Mais c'est un état des lieux. À côté de ça, il y a quand même des affaires qui s'en sortent à peu près bien. Les gens qui n'avaient pas de difficultés, qui n'ont pas connu des croissances trop délirantes, etc. Tous ces gens-là qui n'ont pas trop bouffé leur cash sont passés à peu près. Mais autour de moi, même avec par exemple la Fédération française de l'habillement, la FNH, Fédération nationale de l'habillement, on se rend compte qu'il y a on a des remontées nationales qui nous font comprendre qu'il y a des difficultés absolument partout. Alors c'est sectoriel. Tout le monde ne peut pas dire je vais très très mal, mais beaucoup sont en difficulté. Notre bataille aujourd'hui, c'est d'inciter, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est d'inciter nos consommateurs à retourner et à aller dans leur commerce physique de proximité avant d'aller sur les plateformes de e-commerce. Je trouve ça très bien, mais pour moi, c'est quand il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est très chouette d'acheter un livre sur Amazon, et pendant ce temps-là, un jour, on va se mettre à pleurer parce qu'on va se dire il n'y a plus Mola, et on se dira il y a un local à vendre. Et ça, c'est juste effroyable. Et c'est tout ce que je ne veux pas. Et tout ce que je veux, c'est que... Pourquoi je ne le veux pas, en fait, et pourquoi on ne le veut pas, c'est qu'on sait que l'âme d'une ville, c'est son commerce. Alors, si on passe tout sur des plateformes numériques, et j'adore le numérique, mais si demain, il n'y a plus de restaurants et qu'il n'y a plus que Deliveroo, bah, ça va être génial, on va tous bouffer dans nos salons. Mais voilà, on va fragiliser un modèle. Alors, pour l'instant, c'est que de la livraison. Enfin, mais bon, voilà. Dans nos commerces, si on achète son vin en ligne, si on achète ses vêtements en ligne, si on achète ses dessous en ligne, si on achète ses voyages en ligne, si on achète tout en ligne, à la fin, on ne fait plus vivre le commerce. Le commerce, finalement, il se transforme en showroom. Le commerçant ne vit plus, le commerce disparaît. Et un jour, on dira, mais qu'est-ce qu'elle est triste, ma rue. Et on va rajouter tous les enjeux qui y a autour. C'est-à-dire que, évidemment que c'est un enjeu vital d'assainir un petit peu nos villes en termes de mobilité. Mais c'est vrai que si demain on ne peut plus stationner, si on ne peut plus se mettre dans des parkings, qu'est-ce qu'on va développer ? On va développer la périphérie des villes. Donc on va faire exploser. D'abord, les gens vont se dire, à Bordeaux, de vivre à Bordeaux, un loyer ou acheter, c'est très cher. De circuler, c'est effroyable. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'installer un petit peu plus loin. Les entreprises vont faire la même chose. Donc, on va faire ce qui s'est passé à Limoges ou ailleurs. Les centres-villes se sont désertifiés. Les commerces sont fermés. On a développé les commerces de périphérie, les grands centres de périphérie. On n'a rien changé au problème. Et on a fait mourir des activités, des familles, des gens qui avaient des business qui ne valaient plus rien. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Alors, je suis très écouté par la mairie. On fait du bon travail ensemble. On est écouté par toutes les forces en présence. Mais c'est un enjeu vital parce que le commerce en ce moment est, je dirais, sur une crête. Il ne faut pas qu'il tombe à droite ou à gauche. Enfin, voilà. Mais il ne faut pas qu'il tombe. Il faut qu'il reste sur la crête. Ouais. Mais comme tu le dis, effectivement, et tu parles des centres-villes et des périphéries, effectivement, il y a plein de villes de moyenne taille, j'ai envie de dire, petite et moyenne taille, où le centre-ville est d'une tristesse déplorable et hallucinante, pour développer des complexes plutôt moches en extérieur, avec des enseignes assez... enfin, que tout le monde connaît, quoi, mais qui n'apportent pas de valeur, en tout cas rien de... Pas d'expérience. Pas d'expérience, exactement, ouais, pas de valeur, pardon. Pas d'expérience. Mais donc ça va au-delà de juste des commerçants, c'est aussi un enjeu politique. Enfin, c'est un enjeu politique parce que... Même sociétal, tu le disais au final. Hein, c'est sociétal parce qu'une ville a besoin d'avoir une... Voilà, aujourd'hui, la rue Sainte-Catherine a perdu, c'est en millions de visiteurs chaque année, même si on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de monde
on a des systèmes de comptage. Donc on peut dire tout ce qu'on veut. Nous, on a aussi nos systèmes de comptage. On perd de la visite, on perd de l'attractivité. La Covid a fait du mal. Le télétravail fait du mal. Parce que voilà, donc il y a des restaurants qui fonctionnaient que le midi qui ont disparu. Des beaux commerciaux à vendre, il y en a beaucoup. Même dans les rues les plus commerçantes. Voilà, donc rue du Pas-Saint-Georges, je connais quelques commerces qui sont à vendre en ce moment et qui ne se vendent même pas. Donc voilà, donc si on ne veut pas voir disparaître tout ça qui fait quand même tout ce bonheur et cette joie de vivre que nous avons à nous promener dans notre ville, il faut prendre le taureau par les cornes. Et ça, c'est ma mission. Et comment on fait alors ? Eh bien, comment on fait ? D'abord, on parle avec les politiques, on comprend leurs problèmes, on leur expose les nôtres et on essaie de trouver un équilibre pour que déjà il y ait une réponse politique. Une prise de conscience surtout politique. Et puis après, derrière, on incite les commerçants à faire leur job différenciant, c'est-à-dire ce dont on parlait, l'expérience. Et donc, il faut redonner envie à nos consommateurs de revenir dans nos commerces pour revivre ces expériences. Donc, il y a des restaurants qui marchent moins bien, il y a des expériences qui cartonnent. Des restaurants qui cartonnent, pourquoi ? Parce qu'il y a des expériences dingues. Donc, il faut rendre cette expérience et pas être dans l'uniformisation. Voilà. Il faut faire attention à qui les commerces sont transférés à un moment quand il y a des commerces qui disparaissent, parce que souvent, il y a un petit truc qui disparaît et c'est remplacé par un gros truc qui est une chaîne. Et voilà, et finalement on perd l'état d'âme parce que vous avez des centres-villes tous les mêmes partout. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir dès lors que les consommateurs comprennent et dès lors que les pouvoirs publics et les commerçants comprennent. Pourquoi tu t'es engagé ? Alors je me suis engagé. Alors là c'est aussi pareil. Là je m'y attendais encore moins, c'est-à-dire que on m'a demandé si je me présentais à ces élections puisque Christian Baume, qui était le président pendant 11 ans de cette association, souhaitait prendre sa retraite de cette association parce qu'il avait beaucoup donné, c'était énormément de travail. À un moment, il a vécu des crises en plus terribles. Donc, il a mis son fauteuil en compétition et donc on était quelques-uns à se présenter. Et très sincèrement, j'étais franchement pas certain d'être élu, loin de là. Et très secrètement, je croisais un peu les doigts pour ne pas être élu. Pour ne pas être élu. Parce que je sais le travail que ça représente. Et quand j'ai demandé à Marie, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses ? Elle me dit surtout te présente pas. Bon, mais j'ai mon sens du devoir. Je sais pas, il y a un côté peut-être bon. Donc c'est le sens du devoir. Je me suis dit, bon, je me présente, on verra bien. Et puis j'ai été élu. Voilà. Donc j'avais quand même cette expérience depuis un petit moment déjà. J'avais déjà des contacts avec pas mal de monde, donc je pense que je connaissais bien le job. Et voilà. Et a priori, il semblerait qu'on est plutôt content de moi, donc tant mieux. Finalement, j'ai fait le bon choix. J'avais vu que Jeanne de Boy, justement, pendant cette période, c'était plutôt pas mal porté. Enfin, ça a été, si je ne m'abuse. Alors, comme beaucoup, il a traversé une crise malgré tout, mais globalement, ça a été. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait la différence là aussi ? Qu'est-ce qui fait que pendant des crises, il y en a qui, au final, arrivent à respirer un peu, quoi ? Alors, nous, ça a été pendant les crises du Covid. La crise Covid, ça a été, nous, ce qui nous a foutu complètement dedans, et j'en parlais tout à l'heure, et ce qui était terrible pour nous, donc il a fallu qu'on fasse un énorme travail de retournement, là. Pourquoi ? Parce que nous, on avait prévu, qui dit première levée de fonds... Oui, toi, c'était la levée avec la guerre dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, dit deuxième levée de fonds. Et donc notre deuxième levée de fonds, on a levé en 2017. En général, c'est dans les 3 ans qui suivent. 3 ans qui suivent, c'était en 2020. En 2020, on se demandait si on n'allait pas se prendre, si on n'allait pas tous mourir. Déjà, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Donc on s'est dit que c'était surtout pas le moment de faire une levée de fonds. Donc aussi, on va essayer de serrer un petit peu les fesses et voir comment ça se passe. Et ça s'est passé que le e-commerce nous a sauvés. Sauf que ça nous a demandé des dépenses de marketing énormes parce qu'il fallait compenser du chiffre. Et qu'on a quand même réussi à avoir des croissances un peu dingues, couplées à une reprise énorme de l'activité économique. Et c'était dingue. Mais, comment dire, le fait de ne pas avoir d'expérience, on avait des ornières. En fait, on voyait rien, en fait. Dans le sens où on n'a pas vu venir que cette consommation liée à l'argent facile, puisque l'argent était facile partout, liée aux PGE qui ont abondé... faussement finalement l'économie française.
tout ça a fait que on avait de plus en plus de consommateurs. Donc, dans les 35%, la vraie croissance réelle à l'intérieur, je ne peux pas dire laquelle on aurait dû avoir. Mais ce qui est certain, c'était pas celle-là qu'on aurait dû avoir. Donc, nous, on prévoit de lever des fonds. C'est toujours d'actualité, oui. Ou non, pardon, tu reviens en arrière. Là, je reviens en arrière. Donc là, on est en 2020, on ne lève pas parce qu'on se dit c'est pas le moment. En 2021, on se dit peut-être qu'avec avec le vaccin, avec tout ça, on va quand même avoir des années un petit peu plus tranquilles. On sent qu'on s'en sort. Et là, on relance des discussions avec les fonds d'investissement. Là, on a 3 fonds qui vous soutiennent, qui nous disent on va y aller, ça nous plaît, enfin voilà, qui étudie très, très sérieusement le dossier. On a même un fonds qui dit non, je vais pas mettre ça, mais je vais mettre 50% de plus. Enfin bref, donc on était même très étonnés. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la guerre. Et la guerre, là, en fait, les fonds, ils nous ont dit... alors, ils ont été extrêmement visionnaires. Ils nous ont dit, le commerce va prendre très cher. On ne sait pas où ça va nous mener, cette guerre. Mais ils nous ont dit, dès le mois de février, 8 jours plus tard, ils nous ont dit, nous, on est trop exposés au commerce, à ce qu'on appelle le retail. On a des investissements là, on est là. On va cutter nos investissements. Alors, pas tous les fonds. On avait 3 fonds qui s'intéressaient à nous, mais le fonds principal. Et quand il y a 3 fonds, il y a toujours ce qu'on appelle le leader. Et là, c'est le leader qui nous plante. Et donc, du coup, qui dit de toute façon, ça ne se fera pas. Donc, voilà. Donc, finalement, rien n'est suivi. Parce que les autres n'ont pas suivi. Puis, de toute façon, voilà. Donc, il fallait réinventer un modèle. Et là c'était branle-bas de combat parce que nous, il fallait complètement restructurer l'entreprise, faire un énorme pas en arrière. Et voilà. Et donc là, on sort de cette restructuration. Mais on a vécu quand même 15 mois où on était ballotté dans tous les sens à se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, j'espère que tout ça tiendra tant bien que mal. Aujourd'hui, on reparle avec des investisseurs puisque maintenant, on espère que tout ça est derrière nous, tant qu'il n'y a pas une bombe atomique sur le coin de la figure, mais encore une guerre de je ne sais quoi. Mais c'est vrai que on a vu, nous, une baisse alors d'abord, dans un premier temps, de nos progressions de chiffre d'affaires, puis après, on a vu une régression de notre chiffre d'affaires. Alors c'est sûr que tout le monde nous dit, ce qui compte, c'est par rapport à 2019. Alors c'est sûr qu'on fait... c'est plus qu'à 2 chiffres, tout ce qu'on fait par rapport à 2019. Mais sauf qu'on aurait dû être bien plus. On devrait être à 2 chiffres de 2020. Ouais. Donc voilà, il a fallu se séparer d'une partie des équipes qui étaient là pour accompagner la croissance qui était prévue. Il a fallu restructurer notre dette, il a fallu restructurer des milliards de choses, repenser une croissance, repenser le business model. Donc on a vécu quand même, comme beaucoup d'entreprises, une période très difficile. On a vu beaucoup d'entreprises du web dans nos secteurs d'activité. Alors quand je dis secteur d'activité, dans la tête des gens, Jeanne de Boy, c'est de la fringue, c'est du vêtement. C'est absolument faux parce que c'est que 33% de notre chiffre d'affaires. Okay. Mais bon, évidemment, on met des mannequins habillés, on les met pas toutes nues avec un bijou. Et puis on les met pas juste avec un parfum à côté du cou. Ouais. Donc dans la tête des gens, on vend des vêtements et que des vêtements. Ouais. Mais en réalité, on est un peu moins exposé, mais on a vu toutes les défaillances d'entreprises, tous les concept stores comme Conrad Shop qui ont disparu, qui étaient des maisons qui avaient 25 ans d'histoire, 30 ans d'histoire, 35 ans d'histoire. Bref, parce qu'elles sont sur notre modèle. Ouais. Et voilà. Et donc, il faut repenser notre modèle. Ouais. Donc, c'est un challenge. Ouais. Et toi, en tant qu'entrepreneur, comment tu as vécu ça ? J'ai l'impression que tu naviguer dans l'incertitude, quoi, en fait. Mais c'est pas toujours facile. En fait, si je devais utiliser une image, j'ai le sentiment qu'on me met sur un... Enfin, quand je dis on, j'ai le sentiment qu'on, parce que c'est toute une équipe, qu'on nous a mis sur un pont, avec un énorme brouillard. On voit les 50 premiers mètres. On ne sait pas ce qu'il y a au bout. Il y a peut-être le vide. On ne sait pas. Et en fait, on marche à tâtons. Et c'est exactement ça. Donc, et on ne se dit pas, est-ce que le pont ne va pas se casser la gueule ? Donc, en fait, ça fait 18 mois qu'on ne dort pas beaucoup. Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est ça. Donc, il y a des périodes où tout va bien. Des périodes où on est extrêmement serein. Mais voilà. Donc, c'est là où le mental joue parce que... il faut aller chercher, il faut épuiser de la force pour y croire à certains moments. Parce qu'à un moment, on se dit non, c'est trop d'emmerde, c'est juste quel est l'intérêt, quoi. Ouais. Est-ce que justement, dans tes façons à toi d'aller chercher peut-être des espaces de respiration, on va appeler ça comme ça, il y a la photographie. Alors oui, moi il y a 2 choses. Il y a le sport et la photographie. Okay. Dans le sport, c'est la course à pied.
Et la course à pied, ça permet de se vider la tête. Alors les 12 derniers mois, là, pour des raisons de santé, j'ai pu moins courir et ça m'a beaucoup impacté. Et donc c'est à cette période-là où je me suis dit, tiens, il faut que quelque chose qui m'a passionné depuis très longtemps, il faut que je me mette à la photo. Et enfin que je m'y mette sérieusement à la photo. Parce que j'ai toujours adoré la photo. Mais il a fallu que je me dise, bon, bah voilà. Et donc là, je me suis dit, le temps que je n'ai pas à courir pendant une année, il faut que j'aille développer cette fibre un peu sensible, artistique, voilà, et ça me va bien. Alors, du coup, je me suis quand même remis à la course, mais la photo, j'adore ça. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans ? Tu fais pour le coup des photos beaucoup en noir et blanc. Oui. D'où cette passion t'est venue, et est-ce que tu peux nous dire un petit peu En fait, la passion, moi, elle est venue beaucoup plus jeune, parce qu'en fait, quand je travaillais dans la publicité, je travaillais avec des grands photographes, et donc on avait des campagnes, voilà, et donc je vais dire que j'ai été élevé, on m'a éduqué au beau. Ok, chouette. Ouais, c'est chouette, c'est-à-dire que j'ai vu des photographes, Jeff Manzetti, Marc Ispar, André Rowe, des gens que j'ai rencontrés sur des campagnes de pub. Et ils me fascinaient, ces gars-là. Alors, ils bossaient à l'argentique. Mais dès qu'il y a eu des appareils photo numériques, je me suis plongé là-dessus. Et puis, j'ai commencé à faire tout ça. Et puis, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis pas doué. Donc, j'ai eu une sorte de frustration parce que j'y comprenais pas grand-chose. Et à l'époque, il y avait, à part faire une école de photo ou avoir un très bon copain photographe, du coup, je m'étais un peu vengé dans ma passion photographique en étant éditeur du livre bleu des photographes que j'ai créé avec un garçon qui s'appelle Didier Poupard, qui était agent de photographe, notamment de Betty Darens, et qui lui aussi m'a éduqué au beau. Et on a un jour coédité ce livre avec des photographes extraordinaires. Et puis je me suis dit, un jour, je serai capable de faire ça. Mais j'avais 25 ans, même pas la trentaine, quoi. Bon. Voilà, donc j'ai toujours eu un appareil photo en faisant des photos effroyables. Et il y a un truc génial dans Internet, c'est que maintenant il y a des tutos. Et puis le fait que chez Jeanne de Boy, j'ai aussi des photographes, et j'ai aussi des retoucheurs, etc. Donc j'ai regardé, j'ai observé, etc. Et voilà. Et donc on s'est équipé avec une maison que j'adore parce que ce sont des gens, on a le droit de faire de la pub. Mais évidemment. Bon, donc moi j'aime beaucoup la maison Panajou. Avec Mathieu à l'époque et aujourd'hui son successeur, mais Mathieu est toujours là à Paris, mais où ils ont été nos partenaires et nos accompagnateurs chez Jeanne de Boy, avec les photographes maison aussi, qui ont amené aussi leur touche, et donc on a développé tout ça, et donc les gens de chez Panajou m'ont présenté les gens de chez Leica, et donc un jour j'ai dit, vous savez quoi les gars, Leica c'est autre chose. Alors on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais c'est l'ADN de Jeanne de Boy. Et donc on est passé chez Leica. Et c'est génial pour les jeunes qui bossent ici, parce qu'on a des jeunes photographes aussi, de travailler sur un matériel comme ça. Et du coup c'est extraordinaire pour moi aussi de pouvoir emprunter du matériel Leica et de faire des photos dingues. Qui sont très chouettes d'ailleurs, et notamment sur ton compte Instagram, si je dis pas de bêtises. C'est gentil, mais moi je suis vraiment plus qu'un débutant et un grand amateur, mais je suis fan. Par contre, si on regarde les gens que je suis, là il y a des photographes extraordinaires. je suis loin de tout ça, mais très loin de tout ça, mais ça me passionne. Et j'en profite évidemment pour saluer Marvin, quand même, qui m'a susurré ton nom dans l'oreillette. Et je le remercie, Marvin, et Marvin, j'ai fait une photo de lui dans un tram, et cette photo a été republiée, et voilà, et je l'ai fait avec un appareil photo, et on a le même appareil photo qui est le Leica Q3, et ça a été et cet appareil est dingue, et donc du coup on a cette relation où je like ses photos, mais est-ce qu'il a avec les tiennes ? Il vaut mieux surtout... Oui, il a avec les miennes, mais je pense que c'est par politesse et gentillesse, parce que quand on voit les siennes, franchement, j'ai un peu honte des miennes. Voilà. Mais non, il fait des photos extraordinaires. Il fait des photos extraordinaires. C'est pas moi qui vais dire le contraire, parce qu'il m'accompagne pas mal dans ce que je fais. Parce que toutes les photos en noir et blanc que j'ai sur mon propre compte sont de lui, donc effectivement, il fait de très belles photos. Alors, on peut peut-être rappeler son compte, mais... Oui, c'est Marvin SBZ, je crois, non ? Je crois que c'est ça, mais... ça doit être ça. Mais c'est des photos où il a une poésie, il arrive à avoir une image, il a une lumière. Il arrive à capter l'instant de manière assez exceptionnelle. C'est Marvin tiré vers le bas SBZ. C'est un compte génial. Effectivement, c'est un compte génial. Il fait de très belles photos. Et oui. Ces noirs et blancs sont magnifiques. C'est ça. Il y a de la poésie.
Exactement. Et vous étiez rencontrés à la soirée de Christophe Brachet, entre autres. Exact, que j'admire beaucoup aussi, Christophe, qui est un grand photographe. Alors lui, il n'y a plus besoin de lui faire de la publicité. Exactement, mais on le salue quand même. Mais on le salue quand même. Mais Christophe Brachet, moi j'adore ses noirs et blancs. Ouais. Il a une photo très académique. Et dans cette photo, il arrive à donner un style dingue. Et voilà, mais c'est le photographe des stars. Exactement. Parce qu'il est entre autres effectivement photographe de plateau de cinéma et aussi il est au festival du film francophone d'Angoulême. Et là, pour ceux qui ont acheté le Sud-Ouest, et saluons nos amis de chez Sud-Ouest, il a la couverture du Femina où il a pris une photo très de Laetitia Casta. Exactement. Absolument. On est d'accord. Sur ton compte Instagram, il y a une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Tu seras pour moi unique au monde. Pourquoi tu as choisi cette phrase dans ta description ? J'en ai 3 ou 4. Ouais. Je trouve que tu seras pour moi unique au monde. C'est très sorti du contexte parce que là, effectivement, il parle de la rose. Mais en fait, pour moi, cette phrase, c'est celle de l'attention que je porte aux gens. Et j'estime que si on a un devoir sur cette terre, je crois que le secret du bonheur, c'est d'être attentif aux autres. Et voilà. Et donc cette phrase, elle me touche beaucoup parce que c'est le symbole de la bienveillance. Et voilà. Et donc c'est pour ça que j'aime cette phrase, parce que je me dis que finalement les gens qui me suivent, je regarde leur travail. Je suis tout autant que je suis suivi sur Instagram, même plus. Ouais. Pourquoi ? Parce que je suis les gens qui me marquent et voilà, et je fais attention aux autres. Ouais. Dans les personnes qui écoutent, il y a beaucoup de personnes, enfin il y en a pas mal qui ont parfois des envies d'entreprendre, ou en tout cas une petite voix qui leur parle et ils n'osent pas encore y aller. Quels conseils t'aimerais leur donner ? Et alors souvent, alors, et conseils au pluriel, donc tu dis ce que tu veux, ça te fait déjà rire. Ouais. Mais les personnes que je reçois sur le podcast, je les appelle les entreprenantes et les entreprenants, parce que pour moi, courir un marathon, c'est entreprendre. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Eh bien, j'aimerais leur dire aux futurs entrepreneurs, accrochez-vous, ça vaut la peine. Mais accrochez-vous, c'est-à-dire que il faut une détermination sans faille pour être entrepreneur, et je crois que cette détermination, elle doit amener la foi en soi. Et à un moment, il faut aller chercher du courage, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une partie de plaisir. Voilà, pas que une partie de plaisir. C'est oui, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas qu'une partie de plaisir. Ouais. C'est comme tout dans la vie finalement. Hein. Ce sont des expériences heureuses ou malheureuses. Mais je veux leur dire qu'on a besoin d'entrepreneurs en France, qu'on a quand même un écosystème qui est quand même assez chouette. On a plein de possibilités, on est ingénieux, on est entreprenant, donc il faut y aller. Il ne faut pas hésiter, mais bien être conscient de sur quoi on s'engage, comme un marathon. Puisqu'on parle du marathon, c'est une épreuve que j'adore. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas vers quoi on va. Et au 35e kilomètre, très souvent, on jure de ne plus jamais en faire d'autres. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est à peu près ça. Voilà. Pas mal, j'aime beaucoup. Et au 42e, on se dit à quand le suivant. C'est exactement ça. Non, peut-être pas, mais quelques jours après. C'est ça. Quelques jours après, on se dit à quand le suivant. Voilà. Et enfin, dernière question de ce podcast, qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? La passion. Je crois qu'il faut être passionné, ça doit faire partie des qualités humaines. Si on s'ennuie, moi j'ai le sentiment j'aime être ennuyé. Donc c'est ça, en fait, c'est de toujours se sentir un peu dépassé par les choses et de se dire, oh là, qu'est-ce que j'ai des trucs à faire. Et voilà, et donc ce qui est passionnant dans la vie, c'est les expériences. Et c'est ce qui doit animer. Et la curiosité, voilà. Je pense que la passion et la curiosité. Merci. Merci, Georges. C'est moi qui te remercie. Merci pour ton temps, merci pour ton partage. Il y a des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne ou des choses qu'on n'a pas abordées, ça va ? Non, je pense que tu m'as posé plein de questions déjà. J'ai essayé. À très bientôt. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je suis ravi d'avoir reçu Georges pour nous parler de la belle histoire de Jan de Boy et de son engagement pour le commerce de proximité. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors que ce soit en commentant sur LinkedIn, en partageant une story sur Instagram ou en parlant dans la journée.
Cela aide grandement le pompon à inspirer un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast et surtout d'ici là, allez chez vos commerçants, consommez local et dans les boutiques si vous en avez besoin évidemment et prenez soin de vous. À très vite.